Ce soir, je serai votre guide pour un voyage le long des côtes de la Grèce antique à la découverte de l'histoire de Jason et des Argonautes et de leur quête presque impossible pour retrouver la toison d'or. Nous commencerons par observer l'enfance de Jason au cœur du paisible mont Pélion dans le nord de la Grèce, un endroit baigné de sérénité et de mystère. Avant de commencer notre voyage de ce soir, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires apaisantes. Aeson ne possédait plus grand-chose dans ce monde. Autrefois, il était libre d'errer à travers les paysages magnifiques de Thessalie. Il pouvait se promener dans les prairies, laissant la brise parfumée de fleurs caresser sa peau, le revitaliser et lui rappeler toute la beauté que recèle la nature. Il levait souvent les yeux vers les falaises escarpées et les parois rocheuses, s'émerveillant de leur hauteur majestueuse. Dans sa jeunesse, le monde tout entier semblait s'ouvrir devant lui et son avenir brillait de promesses. Mais dans la Grèce antique, le pouvoir et la soif de le conquérir ôtaient sans relâche les esprits. Et son demi-frère, Pélias, n'y faisait pas exception. Brûlant d'envie de régner, avide de s'emparer du trône d'Iolcos, Pélias fit tout ce qui était en son pouvoir pour écarter ceux qui pourraient lui barrer la route. Il bannit ses frères et demi-frères, les envoyant loin, très loin, dans des terres reculées où il ne pourrait pas menacer ses ambitions. Mais Aeson, Pélias ne se fiait pas à lui. Il craignait que son frère, même banni, trouve le moyen de revenir. Alors, plutôt que de l'exiler, il choisit de le garder près de lui, sous sa surveillance constante. Une nuit, Aeson s'éveilla au clair de lune, inondant son lit. Des gardes pénétrèrent dans la pièce, suivis de son frère, le visage grave, tendu. D'une voix ferme, Pélias lui annonça que désormais, un seul d'entre eux gouvernerait, et que ce serait lui. Aeson avait redouté cet instant, mais il ne pensait pas qu'il surviendrait si vite. En quelques minutes, les gardes l'avaient saisi par les bras et l'entraînaient dans les profondeurs des caves de la cité, où il passerait le reste de sa vie. Aeson passa des années dans cette prison souterraine. Et pourtant, ce n'était pas une solitude complète. Les caves étaient devenues une sorte de refuge, une ville secrète, pour ceux qui avaient eu le malheur de subir la colère de Pélias. C'était un endroit austère, mais même là, la lumière trouvait sa place. Les murs de granit étaient souvent recouverts d'une épaisse mousse verte, scintillant sous les rares rayons de lumière qui parvenaient à s'infiltrer dans les couloirs de pierre. Les caves embaumaient la terre humide, le limon et l'air vivifiant chargé du sel de la mer, porté jusqu'aux falaises d'Iolcos par des courants invisibles. Et peu à peu, Aeson se construisit une vie là-bas. Prisonnier, certes, mais jamais résigné. Dans ce monde souterrain devenu son refuge, il fit une rencontre qui allait changer son existence. Celle d'une âme lumineuse, la lumière qu'il avait cherchée toute sa vie. Elle s'appelait Alcimède, et elle était un véritable rayon d'espoir dans l'obscurité des caves. La première fois qu'Aeson lui parla,
Les mots jaillirent de ses lèvres avec une aisance inattendue, le surprenant lui-même. Il ressentit aussitôt une connexion profonde, comme s'il l'avait cherchée toute sa vie, que leurs âmes, enfin réunies, trouvaient dans cette rencontre un apaisement que rien ne pouvait ternir, pas même le monde souterrain dans lequel ils vivaient. Il ne fallut pas longtemps pour qu'ils deviennent mari et femme. Ils célébrèrent une modeste cérémonie dans les caves, portant dans leur cœur la conviction que les dieux et déesses de la Grèce les regardaient avec bienveillance. Leur bonheur grandit encore lorsqu'Alcimède tomba enceinte. Elle accueillit leur petit garçon dans ce monde avec un sourire éclatant, le cœur débordant d'amour. Ils le nommèrent Jason. Et dès le premier regard, ils l'aimèrent et le chérirent comme le miracle qu'il était. Mais une lourde inquiétude pesait sur eux. Si Pélias apprenait qu'Essone avait eu un enfant, il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour empêcher l'enfant de devenir adulte. Jason représentait une menace pour Pélias, un héritier potentiel du trône qu'il avait usurpé avec tant d'ardeur. Lorsque Pélias entendit parler de la naissance, il se précipita dans les caves pour constater de ses propres yeux. Mais ce qu'il trouva fut un cercle de femmes en pleurs, rassemblées autour d'Alcimède, gémissant la perte tragique de l'enfant. Rassuré, Pélias repartit, croyant que le danger était écarté. Mais en vérité, il ne l'était pas. Sentant le péril imminent, Alcimède avait demandé aux autres femmes emprisonnées de se rassembler et de faire semblant de pleurer la perte de l'enfant afin de protéger Jason. Et leur protection ne s'arrêta pas là. Cette nuit-là, à la lueur de la lune, Aeson et Alcimède serrèrent leur fils contre eux. Ils contemplèrent son petit nez parfait, ses doigts et ses orteils minuscules, et goûtèrent à un bonheur qu'ils n'avaient jamais connu. Mais au fond de leur cœur, ils savaient que ce bonheur serait éphémère. Ils ne pouvaient garder Jason avec eux dans cet univers souterrain, ni prendre le risque que Pélias découvre qu'il était en vie. Alors, ils firent ce qu'ils savaient devoir faire. Le lendemain matin, alors que le soleil se levait sur la magnifique cité côtière, Alcimède emporta son fils vers l'une des sorties des caves qui surplombaient l'océan. Première lueur du jour baignait les vagues d'une lumière rose et dorée, une splendeur céleste qui insufflait à Alcimède une once d'espoir, malgré la douleur du sacrifice qu'il s'apprêtait à accomplir. Au bord de l'eau, par cette matinée éclatante, un centaure attendait Alcimède. Chiron, connu à travers toute la Grèce comme le plus sage et le plus juste des centaures. Si Alcimède devait se séparer de son précieux enfant, elle voulait le confier à quelqu'un qui saurait bien l'élever, quelqu'un qui pourrait lui transmettre de nobles leçons et emplir son cœur de bonté et de sagesse. Et Chiron était cet être parfait. Il était reconnu pour être un guide exemplaire, un père spirituel pour de nombreux jeunes héros à travers l'histoire. Chiron prit le jeune enfant dans ses bras et adressa à Alcimède et à Aeson un sourire plein d'encouragement. Il leur promit de veiller sur leur fils et de s'assurer que, le moment venu, il serait prêt à retrouver sa famille.
Sur ces paroles rassurantes, Chiron s'éloigna vers sa demeure, Jason blotti contre lui. À la grande surprise de Chiron, le bébé ne pleura pas. Il ne poussa pas le moindre cri. Il contemplait les nuages et les arbres qui défilaient dans une douce farandole de couleurs et de textures, comme s'il savait, au fond de lui, que c'était là son destin et que ce chemin le mènerait à l'accomplissement de sa vie. Ainsi, Jason grandit auprès de Chiron, haut perché sur une montagne. Un lieu merveilleux, un lieu de bonheur simple, comme beaucoup en rêveraient. Chaque matin, Jason s'éveillait au chant apaisant des oiseaux de la montagne. Il se dirigeait vers la rivière voisine, se lavant dans l'eau fraîche et revigorante, laissant le torrent glisser sur son corps reposé, lui insufflant l'énergie et la promesse d'un nouveau jour. Puis, il passait la matinée à vagabonder dans les champs. Souvent, il emportait avec lui un morceau de pain et quelques tranches de fromage, et déambulait parmi les prairies en fleurs, émerveillé par la beauté du monde qui l'entourait. Depuis toujours, Jason se sentait profondément lié à la nature, et être élevé ainsi, au cœur de la vie sauvage, loin des villes et des rois avides de pouvoir, lui semblait être une évidence. À la mi-journée, il s'asseyait auprès de Chiron et des autres élèves qui passaient sous sa tutelle. Chiron lui enseignait tout ce qu'il devait savoir sur le monde. L'art de survivre, de cuisiner, de créer, de combattre, de gouverner et de philosopher. À la fin de chaque leçon, Jason avait des étoiles plein les yeux. Car Chiron n'était pas seulement un maître, il était un sage qui comprenait à la fois la beauté du monde, ses douleurs et ses infinies promesses. Apprendre auprès de lui était comme recevoir un enseignement venu directement des dieux. Jason passa toute son enfance auprès de Chiron, et jamais il ne se lassa d'écouter ses paroles pleines de sagesse. Son enfance fut tout ce que l'on peut souhaiter de plus beau. Une enfance faite de savoir, d'exploration, d'acceptation et de compréhension. Lorsque Jason parvint à l'âge adulte, il était prêt à affronter tout ce que la vie placerait sur sa route. Depuis son plus jeune âge, il savait qu'il était le fils d'Essone et qu'un jour, peut-être, il pourrait réclamer le trône d'Iolcos et restaurer l'honneur de son père. Et bientôt, ce jour arriva. Il était devenu assez fort, assez sage. Il avait prouvé sa valeur lors de nombreux combats, épreuves et défis, et Chiron savait qu'il ne pouvait plus le garder caché sur sa montagne. Jason était désormais un homme. Jason était prêt à devenir roi. Pendant ce temps, à Iolcos, Pélias, lui, était rongé par l'inquiétude. Même s'il croyait que l'enfant d'Ésone et d'Alcimède avait péri, un doute continuait de danser au fond de son esprit. Il n'était plus le guerrier d'autrefois, et il n'avait aucune envie de se battre pour conserver son trône. Pour apaiser ses craintes, il fit venir une prêtresse oracle. La voyante, drapée d'une longue robe violette, s'assit devant lui, un sérieux profond dans les yeux. Elle dégageait une aura mystique, presque irréelle. Elle ferma les yeux, laissant les visions du passé et de l'avenir déferler en elle
comme une vague puissante. Puis, d'une voix grave et posée, elle livra à Pélias le message que le destin lui adressait. Ce n'était pas ce qu'il espérait entendre, mais c'était un avertissement clair. Elle lui révéla qu'il devait se méfier d'un homme portant une seule sandale. Pélias fit passer l'ordre à ses gardes et à ses conseillers. Si jamais un tel homme franchissait les portes d'Iolcos, il devait être immédiatement prévenu. Et pendant ce temps, sur le chemin qui le ramenait vers sa terre natale, Jason perdit effectivement l'une de ses sandales. Il pressait le pas, avide d'atteindre Iolcos, mais le terrain était difficile. Alors qu'il apercevait enfin la cité scintiller au loin, Jason se retrouva face à une rivière tumultueuse. L'eau rugissait sur les rochers, levant une brume légère qui détrempait sa cape et ses cheveux. Jason aurait pu se lancer à travers les flots et atteindre facilement la ville. Mais quelque chose retint ses pas. Sur la berge opposée, il aperçut une vieille femme, voûtée sur un bâton, regardant tristement la rivière déchaînée. Jason comprit d'instinct que cette femme ne pourrait jamais traverser seule. Pas à son âge, pas face à une rivière aussi impétueuse. Même s'il brûlait d'envie d'atteindre Iolcos, la conscience de Jason l'empêcha d'abandonner la vieille femme. Il s'approcha d'elle et lui proposa son aide, qu'elle accepta avec gratitude. Avec délicatesse, Jason la souleva dans ses bras et traversa la rivière, sentant l'eau glacée éclabousser ses jambes à chaque pas. Lorsqu'ils atteignirent enfin l'autre rive, Jason se rendit compte qu'il avait perdu l'une de ses sandales. La vieille femme le remercia chaleureusement, et Jason, souriant, lui répondit que ce n'était rien. Mais quelque chose d'étrange émanait de cette vieille femme. Elle n'était pas ce qu'elle semblait être. Un halo doré, éblouissant, apparut autour d'elle, forçant Jason à porter une main à ses yeux. Quand enfin la lumière s'estompa, il découvrit avec stupeur qui se tenait réellement devant lui. La vieille femme n'était autre que la déesse Héra, déguisée. Elle révéla sa véritable identité à Jason et le remercia de son geste plein de bonté. D'un geste doux, elle leva les mains et une vague de chaleur bienveillante déferla sur Jason. Elle lui confia qu'elle venait de le bénir pour sa gentillesse et qu'il aurait grand besoin de cette bénédiction pour la suite de son voyage. Revigoré par cette rencontre miraculeuse, Jason reprit la route vers Iolcos. Même sans sa sandale perdue, il n'éprouvait ni gêne ni inquiétude. Il entra fièrement dans la ville qu'il avait vue naître, la ville qui aurait dû être gouvernée par son père et qui, désormais, devait lui revenir de droit. À peine avait-il franchi les portes que les gardes de Pélias l'aperçurent. Un homme chaussé d'une seule sandale. Ils reconnurent immédiatement celui que l'oracle leur avait annoncé. L'alerte fut donnée. Pélias, quant à lui, savait que ce jour finirait par arriver, et il avait préparé une ruse pour tenter de s'en sortir. Jason, sans détour,
se rendit au palais de Pélias. Il n'était pas venu avec la rage au ventre, ni pour usurper le trône par la force. Avec calme et fermeté, il déclara au roi qu'il était le fils légitime d'Aeson et qu'il venait réclamer le trône qui lui revenait. Pélias écouta attentivement les paroles de Jason, tapotant distraitement les accoudoirs de son trône. Il ne chercha pas à argumenter, ni à lui dénier son droit. À la place, il lui fit une proposition inattendue. Il lui annonça que le trône lui reviendrait à une seule condition, qu'il rapporte la toison d'or. La toison d'or, un trésor convoité dans toute la Grèce antique. C'était la toison d'un bélier ailé nommé Chrysomalos, un animal au pelage d'or éclatant dont la toison symbolisait la royauté, la puissance et la renommée. Posséder la toison, c'était être un vrai roi. Et si Jason voulait prouver sa valeur, il devait la conquérir. Mais le chemin jusqu'à la toison était long et semé d'embûches. Elle se trouvait à Colchide, au-delà des mers tumultueuses, gardée par un roi farouche qui ne la céderait pas sans combat. Malgré tout, Jason n'hésita pas. Il voulait reconquérir le trône, non pour sa seule gloire, mais pour honorer son père et réparer l'injustice dont sa famille avait été victime. Déterminé, il rassembla autour de lui les plus grands héros de Grèce. Des hommes dont les exploits étaient chantés à travers tout le pays. Héraclès, Orphée, Acastus et tant d'autres. Ensemble, ils embarquèrent sur l'Argo, un navire splendide, taillé pour les grandes aventures. Ils se baptisèrent les Argonautes, en l'honneur de leur fidèle embarcation. Le jour du départ, sous un ciel immense et chargé de promesses, ils saluèrent la foule massée sur la rive et mirent les voiles vers l'inconnu. La mer, mystérieuse et imprévisible, s'étendait devant eux à perte de vue. Mais Jason n'avait pas peur. Il avait foi dans l'éducation de Chiron, foi dans sa force intérieure, et surtout, foi dans la mission qui lui avait été confiée dès sa naissance. Il était prêt à reconquérir son destin. Le voyage jusqu'à la Colchide fut long, parsemé d'étapes inattendues. Les Argonautes firent halte sur l'île de Lemnos, où vivaient des femmes abandonnées par leurs époux. Accueillis avec chaleur, les héros partagèrent leur quotidien durant plusieurs mois, apportant joie, réconfort et vie nouvelle à l'île. Sous le soleil doré et les cieux infinis, le temps semblait suspendu, comme si la quête de la toison d'or pouvait attendre encore un peu. Héraclès, cependant, ne se laissa pas distraire par ses plaisirs éphémères. Il exhorta les héros à reprendre la mer, à poursuivre leur quête de la toison d'or, quoi qu'il en coûte. Un jour, les Argonautes accostèrent au royaume de Phinée, à Salmydessos. Le pauvre homme avait été maudit par Zeus. Des harpies, créatures mi-femmes, mi-oiseaux, s'abattaient sur lui dès qu'un repas lui était servi, emportant toute sa nourriture avant qu'il ne puisse en goûter une bouchée. Affamé et désespéré, Phinée trouva enfin secours en Jason. Touché par sa détresse,
Jason repoussa les harpies et libéra Finney de leur tourment, lui permettant de se nourrir à nouveau et de retrouver ses forces. Reconnaissant, Finney lui révéla alors un précieux secret. Il existait un passage unique vers la mer Noire, où se trouvaient la Colchide et la Toison, tant convoitées. Mais ce chemin était périlleux. Les roches Symplegades, deux immenses blocs de pierre, se heurtaient violemment l'un contre l'autre dès qu'un navire tentait de passer entre eux. Jason et ses compagnons savaient qu'affronter ces rochers serait risqué, mais grâce à Finney, ils apprirent une astuce salvatrice. Il leur suffisait de libérer une colombe avant de s'engager. Si elle parvenait à traverser les roches sans être écrasée, eux aussi pourraient passer avec prudence et rapidité. Mais si la colombe échouait, leur destin serait scellé. Parvenus face aux roches Symplegades, les Argonautes lâchèrent une magnifique colombe blanche. Le souffle suspendu, ils la regardèrent fendre l'air et traverser sans encombre. Sans perdre une seconde, ils ramèrent de toute leur force et, dans un fracas assourdissant, réussirent à franchir le passage à leur tour. Bientôt, ils aperçurent enfin la Colchide. La cité, baignée de lumière dorée, se reflétait sur les flots paisibles de la mer. Mais derrière ces apparences de sérénité, le roi de Colchide ne partageait pas leur calme. Lorsque Jason réclama la Toison d'or, le roi posa 3 épreuves redoutables. D'abord, Jason devait labourer un champ avec des taureaux crachant du feu. Ensuite, il devait semer des dents de dragon dans la terre et affronter ce qui surgirait de ce funeste labour. Enfin, il devait vaincre un dragon sans sommeil, gardien farouche de la précieuse toison. Face à ces défis presque insurmontables, Jason sentit un moment le doute l'envahir. Il avait traversé tant d'épreuves. Et pourtant, la toison semblait plus lointaine que jamais. Mais dans le ciel des dieux, Héra veillait sur lui. Reconnaissante de son geste passé, elle demanda l'aide d'Aphrodite. Et ainsi, Médée, fille du roi de Colchide, mage puissante, tomba éperdument amoureuse de Jason. Guidée par cet amour sincère, elle décida d'aider Jason à triompher des épreuves imposées par son père. D'abord, Médée prépara un baume magique pour Jason, un onguent qui le protégea des flammes des taureaux cracheurs de feu. Ainsi, tandis qu'il labourait le champ, aucune langue de feu ne put l'effleurer, aucune brûlure ne marqua sa peau. Puis, Médée le prévint de ce que donneraient les dents de dragon. Dès qu'il les planterait dans la terre, elle ferait naître une armée de Sparte, des guerriers redoutables, surgis du sol, prêts à se battre sans merci. Mais Jason était prêt. Grâce au conseil de Médée, il lança simplement une pierre au milieu des guerriers. Incapables de déterminer d'où venait l'attaque, les Spartes se retournèrent les uns contre les autres, s'entre-dévorant dans une bataille furieuse. Jason n'eut même pas besoin de porter un seul coup. Enfin, il ne restait plus qu'à récupérer la Toison d'or, gardée par un dragon sans sommeil. Peut-être l'épreuve la plus périlleuse de toutes. Mais là encore, Jason n'était pas seul.
Médée lui confia une puissante potion d'herbe, capable d'endormir la créature mythique. D'un simple jet du liquide enchanté, le dragon sombra dans un profond sommeil. Doucement, Jason saisit la toison d'or. Son éclat, son poids, la chaleur presque vivante du précieux tissu entre ses mains le submergèrent d'émotion. Sans perdre de temps, Jason et Médée prirent la mer, naviguant vers Iolcos, là où Jason deviendrait enfin roi. À leur retour, tout le royaume célébra l'exploit du jeune héros. Mais dans l'ombre des réjouissances, un souhait plus profond habitait le cœur de Jason. Son père, Aeson, était devenu vieux et frêle. Jason, empli d'amour et de gratitude, supplia Médée d'user de sa magie, de puiser quelques années de sa propre vie et de les offrir à son père. Touché par tant de tendresse, Médée exauça son vœu. Par ses enchantements, elle insuffla une nouvelle jeunesse à Aeson, permettant au père et au fils de se retrouver pleinement dans la lumière éclatante d'un avenir enfin radieux. Ensemble, Aeson, Jason et Médée contemplèrent la cité endormie sous les étoiles, sachant que tous leurs espoirs, leurs rêves les plus chers, avaient trouvé leur raison d'être.